Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. Dans le forum de discussion, on se penche sur le demi-siècle d'existence de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. 50 ans, un âge de maturité, voire de sagesse pour une institution initialement rêvée comme un creuset d'intégration des peuples ouest-africains. Pourtant, ce jubilé se déroule sous un ciel passablement orageux. L'idéal d'unité et de prospérité partagée semble aujourd'hui mis à rude épreuve. Les critiques fusent, alimentées par des événements qui ont jeté une ombre sur la crédibilité de l'organisation. Alors, quel bilan tirer de ces 50 années? L'ambition d'une Afrique de l'Ouest unie et forte n'est-elle qu'un mirage, une utopie brisée par les réalités politiques et les soubresauts régionaux? Il serait cependant injuste d'occulter le dynamisme économique indéniable qui anime notre sous-région. L'Afrique de l'Ouest demeure un pôle de croissance, un espace d'opportunité malgré les défis. Alors, comment concilier ces deux faces d'une même médaille, les aspirations déchues d'une intégration profonde et la vitalité économique palpable? Eh bien, c'est précisément la question au cœur de notre forum de discussion de ce lundi matin. Et j'ai le plaisir, le bonheur de recevoir avec moi sur ce plateau le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diong. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, merci de me voir. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin et de discuter de ce sujet avec vous. Merci beaucoup. En face de vous, ce matin, Morgan Assogba, mettons dit, il est consultant en géopolitique. Bonjour et bienvenue Morgan. Bonjour Herman, c'est un plaisir d'être là. Le plaisir, il est totalement partagé pour vous qui êtes un suiveur de l'actualité donc africaine et internationale en général. On sort donc d'une célébration on va dire des festivités qui marquent les 50 ans de la CEDEAO. Est-ce qu'on a des raisons de rire après 50 ans d'existence de cette CEDEAO? C'est une question assez intéressante et dont la réponse varie selon l'impression ou l'expérience qu'on a de la CEDEAO. Et donc tout de suite, vous aurez certainement des personnes qui vous diront qu'elles ont des raisons de rire, parce qu'elles ont été investies, elles ont participé d'arrache-pied à construire pas seulement un idéal, mais tout un système qui devrait permettre d'améliorer les conditions de vie des citoyens ouest-africains. Et de l'autre côté, vous aurez des personnes qui diront qu'il n'y a aucune raison de rire. Pourquoi? Parce qu'elles estiment que l'objectif majeur de leur existence semble ne pas toujours être atteint, quand bien même des efforts sont remarquables. Mais ces personnes estiment que c'est tout à fait logique de penser à voir les choses autrement plutôt que de s'inscrire dans la logique d'une quelconque satisfaction qui pourrait se traduire par ces rires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le rire, c'est comme des essuie-glaces, ce qui permet d'avancer même lorsque les conditions météorologiques ne sont pas appropriées. Et dans le cas de la CEDEAO, il est clair que dans votre introduction, vous avez des éléments factuels qui montrent que la situation n'est pas aussi reluisante qu'on l'aurait souhaité. Et je suis même persuadé que lorsque vous intégrez la CEDEAO et vous posez des questions aux acteurs, ils vous répondront certainement qu'ils sont conscients de la situation. Je suis très heureux qu'on ait un acteur majeur sur ce plateau. Et donc, tout n'est pas très rose, mais il y a quand même de la matière et ce serait très important de s'appuyer sur cette matière pour analyser les perspectives qui pourraient rapprocher cette institution de la société civile, des populations qui continuent de ne pas voir ou de ne pas toucher avec évidence les efforts qui sont menés au quotidien. Est-ce un problème de communication ou est-ce un problème d'inadéquation entre les actions et les attentes? C'est tout un tas de questions auxquelles il faudra répondre. Alors, Amadou Diong, quel diagnostic l'institution elle-même fait après un demi-siècle d'existence à l'occasion de ces 50 ans? Quel diagnostic l'institution, quelle autocritique l'institution se fait? Merci Herman. Je m'associe totalement à ce que vient de dire Morgan. Je crois qu'il y a effectivement un besoin dans notre approche de la CEDEAO de serrer les choses.
C'est vrai, nous pouvons sourire, hein, il y a de quoi sourire, c'est vrai, il y a de quoi sourire. Mais aussi, comprenons-nous bien. Je pense que quand on agit pour le meilleur. Je crois que c'est important de le rappeler ici. Toute action est vouée, et je pense, à agir à faire pour le meilleur. Maintenant, n'ayant pas atteint le meilleur, nous sommes donc dans une situation où, oui, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire, mais il y a des choses sur lesquelles nous devons nous remettre en cause. Je pense que c'est ma lecture, c'est les 3 aspects de ma lecture. Les choses dont nous pouvons nous réjouir, et je pense profondément, comparé à d'autres, bien sûr, parce que je suis sur le terrain de la réalité de tous les jours et de la réalité politique, économique et sociale, et je suis heureux que Julie Abi m'ait précédé sur ce plateau. C'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, et son analyse me convient, parce qu'il y a ici nécessité de sérier les choses. Alors, rire, oui, parce que vous avez des choses évidentes, je crois, malheureusement sur lesquelles nous ne jetons pas un coup d'œil approfondi. Je donne quelques exemples. Bon, vous savez, dans cette région, c'est vrai, on en parlait, il y a de petits soucis à la frontière avec souvent l'indélicatesse de certains agents des forces publiques, etc. Et bien sûr, ça crée aux citoyens des désagréments inutiles dans leur déplacement. Bon, mais le principe, et c'est la libre circulation. Je pense que c'est ça qu'on retient, que c'est le principe. Et donc, les gens trouvent ça tellement naturel que lorsque les agents d'application de la loi se trouvent devant eux, ils pensent qu'ils ne doivent même pas regarder leur sac ou je ne sais pas trop. Vous voyez à quel point nos citoyens pensent que c'est naturel de circuler dans cette région, ce qui n'est pas évident ailleurs. Rendez-vous en Afrique centrale. Rendez-vous en Afrique australe, rendez-vous en Afrique de l'Est. Donc, il y a réellement de quoi se réjouir sur ce plan. Vous avez le droit d'établissement. Je connais des pharmaciens, des médecins, des avocats qui sont installés d'un pays à un autre. Je connais des entreprises qui gagnent des marchés de route dans d'autres pays de la CEDEAO. Je suis avant-hier avec mon président qui était là pour le forum de Fari. Nous avons visité un laboratoire, ici même à l'université d'Abomey-Calavi. La CEDEAO a financé ce laboratoire qui est maintenant un laboratoire avec de rang mondial, hein, je pèse mes mots, parce qu'aujourd'hui, il n'envie rien aux autres. Parce que tous les équipements très lourds, pour peut-être l'équivalent de 400 000 $, ils sont en mesure de faire des résultats en matière de pharmacopée, de microbiologie. Ce sont ces choses-là qui comptent. Vous avez ici, aujourd'hui, le centre du WAP qui est là. Toute l'électricité de cette région est interconnectée, les 14 pays. Vous avez des routes qui nous lient. Vous savez, je vous donne un exemple au Bénin. Vous savez que la route qui mène de Borgou à Parakou est une route importante pour la CEDEAO. Et c'est la CEDEAO qui a financé cette route. Et donc, ce sont des choses, des réflexions qui se mènent. Bon, maintenant, le problème, c'est que, comme il dit, il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire, je crois, sur lesquelles on réfléchit, et il y a des choses sur lesquelles il va falloir, effectivement, approfondir notre réflexion. Je crois que c'est la situation actuelle au plan politique nous pousse à réfléchir. Justement, est-ce que ceux qui ont choisi d'appréhender la CEDEAO sous l'angle politique, est-ce qu'ils ont tort, on va dire, d'avoir cette approche-là? Non, du tout. Ils ont raison. Pourquoi? On peut appréhender la CEDEAO sous l'angle politique parce qu'une chose est que la CEDEAO n'est pas seulement un projet économique. Je crois que c'est important de le rappeler. La CEDEAO, c'est un projet économique, d'intégration économique. Nous sommes 50 ans après sur la libre circulation et l'objectif, c'est d'arriver à une monnaie commune entre les deux. Il y a bien sûr tout un processus sur les politiques de convergence, l'union douanière, etc. Tous ces aspects-là sur lesquels il va falloir faire des progrès accélérés parce que 2027 est presque devant nous pour la monnaie unique.
Mais vous savez, économiquement, les pays, dans un cadre d'intégration, ont besoin d'avoir une convergence politique. Je vous donne une lecture. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème à l'Union européenne parce qu'ils sont d'accord sur les principes économiques. Mais il y a parmi eux des gens qui ne sont pas d'accord sur certains principes politiques. Et vous voyez ce que ça fait dans la mise en œuvre même du plan d'intégration. Et justement, c'est exactement moi, c'est comme ça que je lis la situation. C'est plus facile de s'intégrer si on partage les mêmes valeurs. Nous sommes des Africains, nous avons un certain nombre de convergences. Je suis convaincu que si nous sommes tous habités par ce besoin de respect des droits des personnes, par le respect de la liberté des uns et des autres, mais aussi par la démocratie, c'est-à-dire que les citoyens ont le droit, et je pense qu'il faut insister là-dessus, ont le droit de choisir librement leurs dirigeants. Et ce sont des choses, je crois, qui nous facilitent la vie dans cette perspective de l'intégration. Voilà la CEDEAO. Très bien. Alors, Morgane Assoba, mettons dit, je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon introduction, qu'il serait injuste d'occulter donc le dynamisme économique indéniable qui anime notre sous-région, qui est l'Afrique de l'Ouest, qui demeure à tout le moins un pôle de croissance, un espace d'opportunité malgré les défis. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment concilier les deux faces d'une même médaille, notamment les aspirations déchues d'une intégration profonde et la vitalité économique qui est quand même palpable avec deux locomotives en Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique de l'Ouest francophone, notamment Abidjan et Dakar qui font énormément de progrès et qui drainent les autres pays. Cependant, les critiques qui sont formulées envers la CEDEAO sont davantage sur des questions politiques, des questions de démocratie, de gouvernance, de droits de l'homme. Est-ce que vous pensez, d'accord, que les progrès économiques, on va dire, sont parvenus à absoudre les manquements politiques? L'absolution, je ne pense pas. Et je pense même que là, il y a une nécessité majeure pour l'institution, non seulement d'expliquer la grandeur ou l'étendue de ses aspirations politiques et de montrer la limite qui pourrait exister entre les aspirations politiques de l'institution en elle-même et la pratique de la politique au niveau de chaque État. Et je m'explique. La CEDEAO, dans sa conception, est une organisation internationale qui ne peut avoir la capacité d'agir que dans le cadre à la fois juridique et souverain que lui confèrent les États qui sont membres de cette CEDEAO. Il s'avère que dans la pratique, les aspirations politiques de la CEDEAO font croire ou semblent faire croire aux populations que la CEDEAO a la capacité et le devoir absolu d'aller dans un État et de dicter le comportement à suivre aux leaders de cet État, alors que les États, dans un élan démocratique et de souveraineté, ont des tests fondamentaux qui décrivent le processus de leur révision et qui régissent aussi le fonctionnement de ces États. Je prends l'exemple des coups d'État institutionnels dont on parle et qu'on dit qu'effectivement la CEDEAO devrait agir. Je suis tout à fait d'accord que dans une perspective d'harmonisation politique, la CEDEAO devrait agir. Mais la CEDEAO ne peut que condamner, comme pratiquement toutes les autres institutions, organisations internationales, les Nations Unies, l'Union africaine, et la CEDEAO peut encourager la promotion de pratiques saines. Mais en dehors de tous ces éléments,
il s'avère aujourd'hui dans l'état actuel, non seulement des tests et de la pratique même de la gestion de la chose publique, pour une institution comme la CEDEAO, d'aller dans un état et de dicter le comportement à suivre. On peut quand même vous citer des exemples qui ne vous donnent pas forcément raison, notamment le cas récent avec la Gambie de Yaya Jammeh, avec le leadership pris en son temps. On s'en souvient par Marcel Alain de Souza de regretter mémoire, qui a presque dépêché une force, qu'il a dit à plusieurs reprises, à bomber les muscles, on ira dégager s'il le faut Yaya Jammeh. On a vu comment Yaya Jammeh a quitté la Gambie à bord d'un avion presque, on va dire, presque dans la précipitation. Donc, quand on met en évidence ces exemples, on se dit, si on a pu le faire en Gambie, c'est qu'on aurait pu le faire également ailleurs, dans d'autres pays qui ont connu les mêmes situations. Et je suis très content que vous fassiez sortir cet exemple parce que, loin de me contredire, cet exemple confirme ce que je dis. Je vous explique encore une fois. Dans le cas de la Gambie, il paraissait de toute évidence que nous avions là une sorte de contradiction ultime avec les tests fondamentaux et nous avions une CEDEAO qui a suivi tout un principe d'action, y compris le consentement de l'Organisation des Nations Unies et particulièrement du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire, ce Conseil de sécurité des Nations Unies, jusqu'au jour d'aujourd'hui, reste et demeure le seul organe des Nations Unies et même des organisations internationales qui s'est donné le droit, avec le consentement de la plupart des États, de pouvoir dépêcher des opérations de maintien de paix, voire même décider d'agir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on s'inscrit dans ce cas atypique de Yaya Jammeh, de la Gambie, on comprend le comportement de la CEDEAO et on comprend que plus qu'une idée ou l'envie de défendre des valeurs, la CEDEAO avait de la matière qui pourrait non seulement justifier, mais conforter tout son processus. Parce qu'en dehors du droit international, nous avons les relations internationales qui s'inscrivent logiquement dans le rapport de force. Et donc, lorsqu'un État estime que le droit international ne devrait pas, tel qu'il est dit, s'appliquer à lui, qu'est-ce que cet État fait? Il reste dans la logique des rapports de force. Et si ces rapports de force ne lui permettent pas d'agir, il est obligé de suivre. Et le cas de la Gambie est une illustration excellente de cette exception qui confirme la règle de la nécessité de rester dans son mandat et dans son champ d'action. D'accord. Alors, Amadou Diong, quand vous entendez presque beaucoup de gens dire à longueur de journée et crier à tue-tête que la CEDEAO est un syndicat des chefs d'État, est-ce que ce sont des critiques qui vous écornent, qui vous touchent? Est-ce que vous pensez que ces personnes sont ingrates vis-à-vis de ce que l'institution fait? Peut-être quelques précisions sur ce que Morgan vient de dire. Je crois qu'en matière de droit international, il y a quelque chose d'important. C'est le principe du consentement d'un État à être lié par un traité. Donc, la CEDEAO est une organisation d'intégration. D'ailleurs, le fait d'avoir des représentants dans les pays, c'est pour justement cet aspect-là. Alors, un État est donc membre de la CEDEAO et a consenti par la signature et la ratification des traités donc à être lié. Et qu'est-ce qui se passe? En cas de violation de ces règles, il y a des choses qui sont prévues. Il se trouve que, contrairement à ce que dit Morgan par rapport à la question des coups d'État et des changements anticonstitutionnels, malheureusement, dans le monde entier, il n'y a que le continent africain, et je pense qu'il faut saluer cela. Et il y a une conférence qui s'ouvre aujourd'hui à Berlin. Je pense qu'il faut beaucoup suivre cette conférence qui va nous renseigner encore sur nos relations entre l'Afrique et le Conseil de sécurité. Ce qui se passe, c'est que nous avons une doctrine en la matière, parce que nous avons été pendant longtemps victimes de coups d'État. Et donc, c'est cette doctrine qui inspire notre action. Il est vrai, le cas de la Gambie est relativement
je dirais, particulier, bon, pour les raisons que nous savons. Peut-être, je pense ici, c'est un appel d'air par rapport à la comparaison qu'on pourrait faire par rapport au Niger, ce qui peut-être relèverait je dirais, d'un fonctionnalisme qui ne s'applique pas en politique. Je pense que parfois aussi, il faut éviter de faire du fonctionnalisme en politique. Parallélisme fort. Bon, vous savez, il l'a dit tout à l'heure, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous voulons que le droit régisse l'action des hommes, que la force soit exclue de l'action humaine. C'est cela la perspective de l'homme. La paix, c'est ça, la stabilité, c'est cela. Mais entre les deux, nous avons toujours besoin de faire des progrès. Aujourd'hui, dans ce monde, le rapport de force est revenu. Et on revient pratiquement à la théorie des États-nations de Westphalie, d'accord, de 1615. Donc aujourd'hui, vous suivez un peu ce qui se passe, c'est le règne des hommes forts, etc. Bon, 3, 4 grandes puissances qui voudraient se partager les choses et que chacun puisse régner dans son petit coin. Et puis bon, tout le monde est heureux et chacun obéit à quelqu'un. Et je pense c'est là où nous avons notre carte à jouer. Et je dis que ce n'est pas linéaire le progrès. Le progrès n'est jamais linéaire. Nous devons nous poser des questions. Et je suis d'accord avec vous que nous avons besoin de nous poser des questions sur ce qui se rapporte à la politique. Alors, Amadou Diong, quand on observe aujourd'hui l'Afrique, on se rend compte que les instabilités institutionnelles sont davantage fréquentes dans cette sous-région-là, avec un nombre, on va dire, croissant de coups d'État observés en peu de temps. Lorsque on pose, on va dire, ce postulat, on se rend compte que davantage la CEDEAO a du pain sur la planche. Est-ce que ce n'est pas normal des populations qu'elles aient beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette organisation qui, quand même, on peut le dire, a résisté 50 ans. Un demi-siècle, c'est beaucoup. Bon, très peu, mais beaucoup. Je pense qu'il y a ici des précisions à faire sur le long terme. Vous savez, une citoyenneté, ça se construit. Si vous prenez les statistiques de cette région, je parle par exemple de l'Internet, du taux moyen d'éducation, de scolarisation. Donc, il y a beaucoup de chiffres, si vous les prenez, beaucoup d'indicateurs qui vous diront que ce qui se passe dans notre région, relativement s'explique. Si vous comparez les pays les uns aux autres, s'explique beaucoup par ces indicateurs-là. Aujourd'hui, nous observons ce qui se passe dans les pays de l'AES, par exemple, mais nous savons qu'il y a du travail. Il y a du travail. Et Julia Bi vous a dit quelque chose d'important, c'est la question de l'éducation des masses et des citoyens. Et c'est cela aussi un aspect fondamental. Nous ne pouvons pas construire des économies solides. Nous ne pouvons pas construire des démocraties viables si nos citoyens ne sont pas éduqués, ne sont pas en mesure de faire des choix. Parce que la question qui se pose, et je pense qu'à un moment vous l'avez dit, il y a cet aspect, c'est toujours ce dilemme cornélien que nous avons entre la légitimité et la légalité. La légitimité, elle est de mon point de vue la chose qui nous permet de mener nos actions dans le contexte dans le contexte défini par nos peuples. Et c'est cela le grand défi. La légalité, oui, elle est là. On en a besoin. On a besoin de grands textes. Mais vous savez, les institutions aussi sont animées par des hommes. Et je crois que personnellement, j'ai quelques petites contraintes par rapport à ce que disait Obama sur les institutions. Parce que les institutions sont définies dans un cadre général. Et donc, c'est la vertu des hommes qui les anime. C'est important que les hommes soient des hommes de vertu. Et je crois que c'est là où nous sommes. Avons-nous des hommes de vertu en mesure d'animer les institutions? Et c'est ça à quoi doit servir une élection. Et je crois sincèrement que c'est là où l'éducation des citoyens, l'éducation des masses est une chose importante. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que l'institution
vit la défiance de ces États qui se sont retirés et qui ont évidemment réussi à faire acquiescer à une partie de leur population que ce qui est important pour le pays, ce qui est bien pour le pays, c'est de quitter la CEDEAO. Je parle du Burkina Faso, du Niger et du Mali qui ont formé l'Alliance des États du Sahel. Bon, l'avenir nous dira si les populations ont raison, si ceux qui ont pris la décision ont raison. L'avenir nous dira. Mais ce qui est constant et factuel, c'est que il y a chez les populations aussi une certaine appréhension. Et chez les politiques aussi. Vous savez, en décembre dernier, lors du dernier sommet, la décision a été prise donc d'acter le départ des 3 pays. Vous savez que donc de considérer la date du 29 janvier comme la date de départ des 3 pays. Mais dans la décision qui a été prise, et c'est ça qu'il faut relever, pour dire que moi, personnellement, c'est ce jour-là que, c'est vrai, ma conviction a été toujours faite que nous sommes dans une intégration d'États qui suit celle des peuples. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que nous sommes en retard sur l'intégration des peuples. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nos chefs d'État ont eu la sagesse de constater et d'acter la séparation, mais tout en gardant tout ce qui est libre circulation, tout ce qui touche au bien-être et à l'acquis des peuples. Et paradoxalement, de la même façon aussi, les pays de l'AES qui sont réunis le 14 décembre à la veille du sommet de la CEDEAO ont pris à peu près une décision dans ce sens. Ce qui veut dire qu'on a des contradictions à un certain niveau, au niveau du leadership, mais ce sont des contradictions qui sont peut-être assez profondes, hein, mais qui vont se résoudre. Et de mon point de vue, c'est vrai, il y a une certaine effervescence, etc. Mais lisons la situation. Quand on voit ces images de population, regardez avec moi sur ces images, ces populations massées à chaque fois quand elles veulent célébrer le départ donc, de l'institution avec des pancartes à bas la CEDEAO, vive l'AES. Est-ce que ce sont des messages qui vous touchent? Ça me touche beaucoup. Beaucoup, mais permettez-moi de vous dire que je suis aussi un bon observateur des scènes politiques de ma région, donc je suis très conscient des méthodes politiques, je suis très conscient de ce qui se fait dans tous les pays. J'essaie de comprendre, et donc je comprends. D'accord. Merci. Alors, Morgan Assogba Metondi, est-ce qu'on peut dire que le retrait de ces 3 pays jette un peu un point noir sur la vitalité de l'institution? Oui, tout comme 2 valent mieux qu'un, dans la pratique, 15, c'est beaucoup plus intéressant que 12. Mais cela ne signifie pas que le départ des 3 constitue une problématique fondamentale de nature à faire effondrer le travail qui a été fait par non seulement les 15 pendant presque 50 ans, parce qu'il faut rappeler que les 3 viennent de partir et qu'ils ont aussi contribué d'une certaine façon aux résultats qu'on a aujourd'hui lorsqu'on parle des 50 ans de la CEDEAO. Donc je pense qu'il y a toujours un système qui est en place et que oui, le départ n'est pas quelque chose qu'il faille célébrer, contrairement aux images qui montrent que les peuples semblent célébrer le départ des 3. Je pense que si on s'évertue à regarder de façon très objective les conséquences de cette séparation, on comprend tout de suite qu'elle n'est pas aussi constructive qu'on semble le peindre. D'autant plus que dans le fait d'acter la séparation, il y a un travail qui a été fait des 2 côtés pour maintenir un ensemble de progrès ou de conditions qui faciliteraient les conditions de vie des populations. On a remarqué que le dialogue est permanent entre la CEDEAO et ces pays aujourd'hui de l'Alliance des États du Sahel. Pourquoi à un moment donné aussi la CEDEAO ne prend pas acte? Vous avez décidé de partir, pas de problème, on prend acte, la vie continue. Non, Ou c'est une façon très minimaliste et simpliste de voir les choses? Je pense que la CEDEAO, dans son rôle de pionnier
en matière d'intégration, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans toute l'Afrique, parce qu'on continue de dire que la CEDEAO est l'institution la plus développée en matière d'intégration, acte, mais a besoin de maintenir les canaux dans une perspective d'amélioration des conditions de vie des populations. Et je pense que c'est cela qui dénote d'une certaine façon de la maturité de l'institution, qui non seulement à un moment donné s'est arrêté pour reconnaître les fautes qui ont été commises. On a entendu plusieurs chefs d'État sortir et dire que c'était une erreur que de se comporter de cette façon, et ont maintenu les couloirs de communication dans l'espoir de faire évoluer les choses. On a vu le président ghanéen, Dramane Mahama, dès son arrivée, il s'est dépêché d'aller rendre visite à ces États et a commencé à travailler. Et je pense même qu'il y a un accord commercial qui a été mis sur pied maintenant entre le Ghana et le Burkina Faso dans une perspective de maintenir les échanges. Et permettez-moi de dire rapidement que pour moi, lorsque je vois tout ce qui se passe dans l'espace ouest africain en matière politique, je considère cela beaucoup plus comme un signe de développement et d'évolution. Pourquoi? Vous savez, les crises ne sont pas toujours à être observées comme des taches noires, mais beaucoup plus comme des opportunités d'améliorer les choses. Donc pour vous, c'est une crise de maturation, on va dire? Naturellement, pour moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate, parce que si on reste dans une logique de crise au stricto sensu, les deux parties allaient dire, ben écoutez, on se sépare, on ne maintient aucun canal de communication, on met fin à toutes les conditions qui ont été améliorées tout au long des 40 ou 50 ans qu'on a passé ensemble, et on laisse chaque population de son côté continuer sa vie. Je pense que ce serait un crime. Et j'épouse naturellement la logique du décalage entre la pratique des aspirations au niveau du leadership et les aspirations au niveau du peuple, qui est le fossé qui a toujours existé dans une certaine mesure entre la CEDEAO et les peuples ouest-africains, qui semblent ne pas savoir réellement si cette institution travaille pour eux. Ce qui a justifié l'agenda 2020 de la CEDEAO. Les acteurs se sont rendus compte qu'il est temps de passer à une CEDEAO des peuples, puisqu'on semble être toujours dans une logique de la CEDEAO des États. Est-ce que cela a été atteint? C'est tout un autre débat, et je pense que la vision 2050 nous en dit beaucoup. Alors, Son Excellence Amadou Diong, on a remarqué que chaque fois qu'il y a des défaillances, on va dire ainsi, dans les pays en termes de respect de la Constitution, je veux parler des coups d'État, la CEDEAO prend généralement des mesures coercitives. Lesquelles mesures sont dénoncées par la population parce qu'elles mettent à mal, on va dire, le confort de ces pays-là. Est-ce qu'il pouvait en être autrement? Bon, je crois que Morgan vient de dire quelque chose d'important. Ce décalage entre le leadership et la réalité quotidienne des populations. Ce n'est pas seulement opposable à la CEDEAO, bien sûr dans son approche, qu'on peut interroger. Je crois qu'on peut s'interroger sur, comme les hommes, les institutions aussi s'interrogent sur leur passé et sur leurs actes passés. Je pense que nous aurons le temps le recul historique nous donnera le temps de voir un peu tout ça pour le changement qui est imposé à notre sous-région. Alors, une chose est certaine, de mon point de vue, on n'a pas, si vous voulez, cette appréhension des choses qui nous permettent aujourd'hui de prendre le recul qu'il faut. Alors, les populations, comme vous dites, elles n'ont pas été interrogées, je pense, il faut le dire ici. Il est vrai qu'on a vu à ex post, je dirais bien ex post, un certain nombre de manifestations et tout, mais nos populations sont fortement et profondément intégrées. Je le dis parce qu'on le vit tous les jours. C'est quelque chose que nous vivons. L'interdépendance, et il a souligné tout à l'heure les voyages du président Mahama à Dakar d'ailleurs, dans un premier temps, pour un peu expliquer, je crois, un peu s'associer avec le président Diomaye qui a le mandat avec le président du Togo. Et je pense que son action s'inscrit justement dans cet appui aux efforts des uns et des autres
bon, l'interdépendance, elle est là. Nous la savons. Hein. Les pays du Sahel dépendent donc des pays côtiers. Et les pays côtiers dépendent du Sahel. Vous avez suivi les informations ce matin. Vous avez certainement entendu l'information l'information du jour. Pour moi, c'est le fait qui est du moratoire qui a été mis sur les exportations de bétail du Niger vers les autres pays. Et les autres pays, on les connaît, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les pays côtiers. Donc, et c'est justement cette forme d'interdépendance qui, en fait, dicte la logique de l'intégration. Que les économistes traduisent tout simplement par le terme d'avantage comparatif. Bon, de mon point de vue, contrairement à ce que peut-être il pourrait, je pense que c'est un lapsus, mais effectivement, nos chefs d'État ont acté le départ. Il a été acté. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas laisser ses frères et sœurs partir comme ça. Jamais. Nos chefs d'État savent qu'on est plus fort à 15 qu'à 12. Bon, des erreurs ont été commises de part et d'autre. Nous sommes une famille. On doit pouvoir, à un moment ou à un autre, nous retrouver. Créer laisser des canaux qui nous permettent de nous dire que bon, on devra se retrouver demain. Mais est-ce que là, on n'est pas déjà allé très loin dans la cassure, je ne pense dans pas. La fracture? Non, je ne pense pas. Je ne pense honnêtement pas. Je suis quelqu'un qui pense toujours que les forces de l'unité vont l'emporter dans cette région. Et surtout dans cette région. Je disais dans une interview au journal sénégalais, je pense c'est Le Soleil, qu'en fait, à la limite, en observant les choses jour et nuit, je me dis peut-être que nous sommes victimes de notre succès en tant que CEDEAO. Parce que nous avons ce petit complexe d'antériorité sur les autres, et y compris l'Union africaine. Donc nous vivons, si vous voulez, un moment compliqué de notre histoire, mais je vous le dis, autant la cola est produite dans ces régions et consommée solennellement, traditionnellement, institutionnellement, donc dans les pays du Sahel, de la même façon, nous continuerons à avoir ces peuples qui sont parfaitement intégrés. Alors, que pensent les populations, monsieur, madame, tout le monde, du sujet dont nous débattons ce matin sur Bonjour le Bénin, puisque oui, nous faisons cette émission pour elles, les populations, et pour eux, les téléspectateurs. Alors, nous leur accordons la parole au travers de nos canaux digitaux, et c'est Stanislas Osalenko Morgade. Je vous permets de prendre momentanément votre siège pour recevoir mon collègue du service web, Stanislas Osalenko, puisque nous avons adressé la question aux amis internautes. On va d'ailleurs découvrir ensemble la question du jour. Comment, selon vous, la CEDEAO peut-elle se réinventer après 50 ans pour efficacement honorer sa mission d'intégration des peuples? Comment, selon vous, la CEDEAO peut-elle se réinventer après 50 ans pour efficacement honorer sa mission d'intégration des peuples? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes. Stan, bonjour. Bonjour, Rodrigue et Manamegan, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Avec vous, on va découvrir les avis des internautes. Déjà, est-ce que la question les intéresse? Bien sûr, c'est une question qui les préoccupe tellement. Ils ont, dans l'ensemble, estimé que la CEDEAO devrait opérer une réforme profonde afin d'être plus proche des peuples. Et on va découvrir quelques avis que vous avez dûment sélectionnés pour nous. Exactement, nous nous rendons tout de suite sur notre page Facebook, la page Facebook de Bénin TV, où nous retrouvons notre ami Issa Loukman qui dit ceci: la réforme devrait d'abord être faite au niveau de chaque pays membre, semble-t-il dire. Il affirme exactement ceci: les présidents des pays membres de la CEDEAO doivent changer de mentalité, ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir, parler de la même voix. Bonjour le plateau, écrit Koumassa Maurice, qui abonde dans le même sens. Pour la réinvention de la CEDEAO, l'institution doit complètement développer en son sein des valeurs de démocratie, de l'alternance au pouvoir de tous les pays membres et de sa libération du joug des puissances étrangères surtout, car elle est perçue comme une organisation sous-régionale au service de l'impérialisme et de protéger les présidences à vie dans notre espace. Fabrice Eman Sousa assure qu'il faut réétudier les tests
et les examiner pour élucider les véritables mots qui minent la réussite parfaite d'intégration des peuples. Jean Dainche pense que l'intégration entre les peuples s'est déjà faite. Il reste plutôt l'intégration des politiques et cela revient aux responsables à la tête de chaque pays. Il faut vraiment une volonté et beaucoup de courage politique pour y arriver parce qu'il y aura tellement de pays hors de la CEDEAO que cela n'arrangerait pas, surtout les pays dits puissants. Mais la chance que nous avons est que d'autres blocs l'ont fait. Je pense comme ça à l'Union européenne. Ces pays membres ont gardé leurs frontières, mais ils ont harmonisé leur politique. Généralement, oui, quand on parle d'intégration, on pense directement à la monnaie, vu que pour le moment, cela s'avère un peu difficile à faire. Commençons sur les autres plans. Pour moi, sans cette intégration, cela sera très difficile pour nos pays de se développer véritablement parce que nous voyons et croyons que nous sommes en train de nous développer. Ce développement est très fragile. Il suffit d'un bouleversement géopolitique et nous constaterons les dégâts. Merci, c'est ma petite contribution sur notre ami Jean Dainche. Bonjour le plateau, commente notre ami Jean-Baptiste Lokossou qui poursuit en ces termes. Alors, après un demi-siècle d'existence, la CEDEAO se trouve à la croisée des chemins et se doit d'opérer une refondation ambitieuse pour incarner avec justesse sa noble mission d'intégration des peuples ouest-africains, bien sûr. Cela requiert en premier lieu l'instauration d'une gouvernance plus vertueuse, fondée sur la transparence, l'inclusivité et la participation effective des citoyens afin de raviver leur adhésion au projet communautaire. Il est tout aussi impératif de rendre tangible la libre circulation des personnes par une harmonisation des politiques migratoires et la mise en œuvre d'un passeport communautaire pleinement opérationnel. Sur le plan économique, poursuit notre ami, l'intégration doit dépasser les intentions déclaratives pour se traduire en dynamique concrète, c'est-à-dire intensification des échanges intra-régionaux, soutien accru à l'entrepreneuriat local et accélération du processus de convergence monétaire. Enfin, dit-il, la consolidation de la paix et la mise en œuvre et mise en valeur du patrimoine culturel commun doit pouvoir constituer des piliers centraux de cette réinvention. Une CEDEAO réenchantée à l'écoute des peuples et porteuse d'un projet collectif fédérateur pourra nous raviver l'idéal d'une unité, de solidarité et de prospérité partagée. Très belle suite d'émissions à vous, conclut notre ami. Merci beaucoup. Merci à vous, Stanislas Oussa Limpon, pour ces avis relayés. On se retrouve très prochainement par ici sur Bonjour le Bénin. Exactement. Excellence, vous avez remarqué qu'il y a un mot qui revient, bonne gouvernance. C'est-à-dire que tant que les États n'auront pas une gouvernance vertueuse, tant que les politiques qui seront à la tête de nos États ne vont pas pouvoir opérer eux-mêmes leur mieux, le problème va continuer par se poser. Merci Herman encore une fois. Et je suis très heureux d'avoir ces retours avec nos internautes, parce que c'est le canal le plus important pour moi personnellement, parce que je considère qu'aujourd'hui, la jeunesse est là et on ne peut pas ne pas tenir compte de ce qu'elle dit. C'est pas seulement ça, mais le monde lui appartient et le monde, surtout, je dois le dire, à la suite de ce que Lionel Zinsou disait l'autre jour, c'est qu'il faut que l'Afrique se prépare à prendre sa place dans les 10 prochaines années. Et c'est cette jeunesse-là qui vient d'être récompensée d'ailleurs à Cotonou avec le Fari. Et je félicite les jeunes béninois qui sont venus avec 2 ou 3 idées extrêmement importantes et l'une d'elles a été primée. Alors, c'est pour dire que j'épouse entièrement ce qu'ils disent. Nous sommes tous pour une amélioration, une réforme qui nous permettent d'aller de l'avant dans l'intégration. Parce qu'en réalité, la politique est au service de l'économie. C'est cela l'idée. Parce que notre idée, c'est quoi? Nous voulons une Afrique de l'Ouest paisible, prospère et bien sûr démocratique et stable. C'est cela notre credo. Et donc, ce qui est arrivé, comme on a dit tout à l'heure, on aurait aimé célébrer le peu que nous avons à 15 et pas à 12.
même si nous savons que c'est jamais définitif. Nous avons la possibilité de nous retrouver. Et pour me résumer, je voudrais essayer de dire ceci. Les dirigeants d'aujourd'hui sont conscients de ce qu'il y a à faire. Ils en sont conscients. Deuxièmement, la conscience de la jeunesse aussi. Et justement, le fait qu'ils vivent dans un monde qui ne pardonne aucune erreur, parce que la compétition est difficile. Et la compétition est difficile non pas seulement entre États, mais aussi entre les générations. Je veux dire, quand je dis compétition, c'est le fait que, pour ma génération, nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons eu l'école publique, nous avons eu des emplois pour nous et tout. Mais aujourd'hui, chaque jeune dans ce monde, et en particulier dans cette Afrique de l'Ouest, chaque jeune crée son emploi. Je pense que les gens ne mesurent pas ce qui est demandé à la jeunesse d'aujourd'hui. On lui demande d'être compétitive et de pouvoir sortir du lot. Et ça, c'est justement là où on attend nos chefs d'État et nos dirigeants pour qu'ils créent les conditions d'une compétition saine où les jeunes, avec leur talent, sont en mesure d'émerger et de tirer aussi la société vers le haut. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Excellence. Alors, Morgane Asogba, mettons dit, comment est-ce que, en une minute, la CEDEAO fait aujourd'hui pour se repositionner sur la carte des institutions crédibles, de celles qui font avancer une Afrique de l'Ouest en pleine mutation? La réponse est simple, c'est le rapprochement de la CEDEAO, l'institution des peuples ouest-africains. Et je pense qu'il y a un travail sérieux qui a commencé à être fait par le soutien de l'institution aux initiatives des populations, particulièrement aux initiatives des jeunes. Et il faudrait aussi accentuer la communication. Et quand vous regardez aujourd'hui les différents canaux digitaux, vous commencez par voir la présence de la CEDEAO qui communique sur la plupart de ses actions et de ses gestes. Je pense qu'on est sur la voie. Maintenant, pour que ce soit beaucoup plus pragmatique et que cela ait beaucoup plus d'impact, il faut vraiment qu'il y ait ce rapprochement-là de la jeunesse et des peuples ouest-africains. Merci beaucoup à vous, Morgane Asogba Metondi. Vous êtes consultant en géopolitique. Merci également à vous, Excellence Amadou Diong. Vous êtes le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Merci vraiment d'être passé sur Bonjour le Bénin. Apportez votre contribution au débat en ce moment où l'institution est en pleine célébration, en pleine effervescence de son demi-siècle. Vous passez une excellente journée du lundi et à très bientôt. Revenez-nous quand vous voulez. Merci Herman, bonne journée et excellente semaine. Merci Morgane. C'est un plaisir.